Tchécoslovaquie. Oui, où on assistait au printemps des nationalités. Donc, 1848, on appelle ça le printemps des nationalités. Un peu partout en Europe apparaissent des sociétés patriotiques. Souvent, elles renaissent de 1830. Ben, à partir de 1848, il y a la Deuxième République française, qu'on appelle, qui va être sur pied jusqu'à Napoléon III, jusqu'au Deuxième Empire en 1851-1852. Il y a donc un peu partout en Europe une prise de conscience nationalitaire, dirions-nous aujourd'hui, qui va pousser justement les Slovaques et les Tchèques là, à rechercher de plus en plus d'autonomie à l'intérieur des instances où ils étaient. Puis à un moment donné, ils vont comme se retrouver à l'intérieur de ce qu'on va appeler l'Empire austro-hongrois, avec Sissi, puis ainsi de suite. Vous vous souvenez, quand on voit Sissi, ils sont à la fois empereurs d'Autriche, roi de Bohême. On la voit d'ailleurs dans le film Sissi, et là on voit qu'il y a un réveil des nationalités qui correspond en même temps en Italie. L'Autriche a des terres en Italie. L'Autriche possède presque la moitié de l'Italie, et c'est là qu'il est Verdi. Il n'y a jamais Verdi, ce que ça veut dire, les gens ne savent pas, c'est Verdi, c'est Verdi. Vittorio Emanuele Rei dell'Italia. C'est ça que ça veut dire, Verdi. Son propre nom était un drapeau politique, était un programme. Victor Emmanuel, le roi d'Italie. Victor Emmanuel incarnait la réunification de l'Italie. Donc, avec le toscan, l'italien, qui va s'imposer comme langue et ainsi de suite, mais à ce moment-là, une grande partie de l'Italie appartient au pape. Le pape est un chef temporel. Ça n'arrêtera qu'en 1870 avec les Zouaves et ainsi de suite. Là. Mais avant ça, il y a eu Garibaldi. Et si on avait une chance, j'essaie de régler ça, parce que j'ai commencé à faire une petite liste de personnages de notre histoire sur lesquels on devrait revenir. Je tiens, dire avant de mourir, je voudrais faire une, deux ou trois causeries sur Arthur Buis. Un personnage important de notre histoire, très, très important. Eh bien, lui, il était volontaire dans l'armée de Garibaldi. Contre le pape, contre les Français, mettez-en, là, donc c'était compliqué. En même temps, nos amis slaves de la Tchéquie et de la Slovaquie prennent conscience de ce sentiment national, prennent des mesures pour assurer à leur langue et leur culture de plus en plus de place, aspirent à une certaine autonomie à l'intérieur des empires auxquels ils ont été incorporés, si on peut dire, et là, va se déclencher, parce que je saute des étapes, là, va se déclencher la Première Guerre mondiale, et à la fin de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs, bon, il y aura le traité de Versailles, puis il y aura aussi un autre traité, qui est le traité de Saint-Germain-en-Laye, en 1919, celui-là, 18-19, et là, on va créer une Tchécoslovaquie. C'est-à-dire qu'on va réunir la Tchéquie et la Slovaquie à l'intérieur d'une instance, puis ça va durer à peine 20 ans. Parce que quand arrive Hitler, lui, il veut avoir les Sudètes. Les plus anciens vont se rappeler de ce nom-là. C'était bien important, ça. C'était à peu près 2-3 millions qui vivent en République tchèque. Et Hitler va vouloir se réapproprier ces terres-là. On va lui accorder, pardon? Oui, exactement. Donc, on va la France et l'Angleterre vont le laisser faire. Il va comme dépecer la Tchécoslovaquie, il va s'en emparer d'une partie, ensuite il va occuper le reste de la Tchéquie, du territoire tchèque, si on peut dire. Il y aura une résistance d'ailleurs très ardue et très militante au nazisme qui va se faire du côté de Prague, pour bien comprendre. Et à Bratislava, du côté des Slovaques, ils vont déclarer une indépendance nazie, avec comme chef Monseigneur Joseph Tiso, un ecclésiastique qui va marcher dans les traces d'Hitler, qui va admettre des, comment dirais-je, des lois hitlériennes, des lois nazies sur le territoire,
sauf pour les Juifs, où à un moment donné, la Slovaquie va devenir l'espèce de refuge, là. C'est assez curieux, mais ils vont réussir à ce qu'ils ne soient pas tous éliminés. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre, un État nazi slovaque, Prague, la Tchéquie, la Bohême, la Moravie, va être rattachée à l'Allemagne avec une forte résistance. Les Russes vont arriver, vont occuper, vont libérer et vont par la suite installer le communisme un peu partout. N'oubliez jamais que derrière le communisme, et on le verra plus dans les 2 prochaines semaines, où nous nous attarderons aux indépendances des peuples de l'ex-URSS. On en a pour 2 semaines, on en a pour 1 an, mais on va faire ça pour nous donner une idée quand même d'ensemble. Il y a toujours en Russie, je ne parle pas de la Tchétchénie, je ne parle pas de l'Oural, il y a toujours en Russie cette idée du panslavisme, comme le pan-germanisme. Vous savez, le pan-germanisme, une doctrine d'Hitler, là, comme pan-américaine, ça veut dire à travers, ça vient d'un mot latin. Donc, le pan-germanisme, c'est les peuples allemands au-delà des frontières des pays. Il y a une pensée qu'on appelle le pan-slavisme, et dans ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, il y a du pan-slavisme. Parce que pour les Tchèques, pour les Slovaques, pour les Croates, pour les Serbes, pour les Sourabes, pour les Rutènes, pour ces peuples-là, Moscou est la capitale. Et la capitale intellectuelle, la capitale culturelle, puis on est favorable naturellement aux Russes. On l'a vu dans l'indépendance du Kosovo, là, entre la Serbie et la Russie, et tous les pays que je viens de vous nommer ont les mêmes couleurs sur leur drapeau. C'est une idée du panslavisme qui veut dire que pendant de 1945 jusqu'à 1989-90, ce sont des États communistes qui appartiennent au pacte de Varsovie, qui sont derrière qu'on appelle le rideau de fer, rappelez-vous-en, et là, il y aura des prises de conscience nationales, mais le communisme de cette époque-là, le stalinisme, même si on appelait Staline le petit père des peuples, il en a fait souper à pas mal de petits peuples, dont ces peuples-là. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que des pays slaves dans le pacte de Varsovie. Les Hongrois ne sont pas des Slaves, ce sont des Finno-Ougriens. Les Roumains ne sont pas des Slaves, ce sont des Latins. Parce que le roumain est une langue latine et ainsi de suite. Mais généralement, ce sont les pays slaves, et là va se développer, oh mais ça va prendre du temps, mais va se développer petit à petit une pensée nationale, les années 50, les années 60, et là, au moment des années 60, rappelez-vous du printemps de Prague de 1968, rappelez-vous d'une des figures de proue qui vit encore, si je ne m'abuse, l'ancien président de la Tchéquie, qui s'appelle Václav Havel, eh bien, qui est un écrivain, qui est un penseur, qui a fait de la prison, qui va devenir un homme politique. Et là, pour se débarrasser du communisme, et ces gens-là, comme Václav dont je viens de vous parler, et le chef du côté des Slovaques, n'ont pas de parti politique. C'est intéressant comme mouvement indépendantiste. Il n'y a pas de parti politique. Il y aura des mouvements de citoyens. Le forum civique du côté tchèque, puis la société contre la violence du côté slovaque. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance, ni l'un ni l'autre. Ces deux mouvements-là vont devenir très, très, très populaires les années 70, les années 80. Ils vont connaître l'emprisonnement la plupart d'entre eux. Et à la fin des années 80, lorsque s'effondrera le communisme dans son entier, les dirigeants slovaques et tchèques vont se réunir. Ils étaient déjà dans une république fédérale communiste, là, où les deux étaient quasiment indépendants, mais ils étaient quand même réunis dans une instance. Là, ils vont retrouver leur indépendance à compter du 1er janvier 1993. Je le répète,
sans parti politique, sans référendum. Les peuples tchèques et slovaques, les deux, des dizaines de sondages le démontrent, sont opposés à leur indépendance. Il faut le faire. Et malgré cela, donc malgré la volonté des peuples, ça je vous signifie que je donne cet exemple-là pour vous dire qu'il y a toutes sortes d'occurrences. On a vu les Américains prendre les armes, on a vu les Norvégiens discuter, on a vu les pays baltes se battre et finir pour toutes sortes de morceaux. On a vu d'autres qui font des référendums puis des élections. Ce qu'on appelle la révolution de velours, ce qu'on appelle l'indépendance de velours, il n'y a pas une goutte de sang qui a été versée. Non seulement il n'y a pas une goutte de sang, l'indépendance des deux peuples s'est faite sans référendum, contre leur volonté. Et aujourd'hui, ils ne s'en plaignent pas. La Tchéquie, par exemple, voit son PIB, moi je ne connais pas beaucoup ça, mais semble-t-il que c'est important, voit son PIB augmenter de 6,6% par année. Si ma mémoire est bonne, ici, quand on a 2, 2,3, 2,6, nos premiers ministres s'en vantent comme étant une année de vache grasse, si on peut dire. Et depuis que la Slovaquie et la Tchéquie sont devenues deux républiques indépendantes, deux peuples membres de l'Union européenne, leurs langues sont devenues des langues de l'Union européenne et même des langues régionales, eh bien, les deux ont voté une loi linguistique s'inspirant de la loi 101 en 1992. Quand on regarde le texte de la loi 101 de Slovaquie, par exemple, on a l'impression qu'on lit la loi 101. Parce que ce sont des pays où il y a des minorités, mais petites. En Slovaquie, 85% des gens sont slovaques, ils parlent le slovaque, il y a des minorités un peu. Il ne faut pas mêler les habitants de la Bohème, qui est la province principale autour de Prague, de la République tchèque. Il ne faut pas mêler ça avec les Bohémiens. Même si, quand on dit les Bohémiens, d'abord, la vie de Bohème, comme Charles Aznavour l'a chanté, c'est une vie à Montmartre, une vie d'artiste, une vie des enfants de la balle, comme on dit, je pense. Alors que les Bohémiens, c'était ce qu'on appelle les Romanichels, que nos grands-mères appelaient les gypsies, les tziganes. On les appelait les Bohémiens parce que lorsqu'ils ont envahi, est un grand mot, lorsqu'ils sont arrivés en Europe de l'Ouest, ils avaient passé par la Bohème. Donc on les appelait les Bohémiens, alors qu'en réalité, sur le plan ethnique, sur le plan culturel, ils n'ont rien à voir avec les gens de la province de Bohème. Et on leur a donné ce nom-là parce qu'ils avaient passé par ce chemin-là. Donc, loi linguistique très stricte pour sauver leur langue. Parce que leur langue, je vous le dis, c'est pas le russe, c'est pas l'ukrainien, c'est pas le polonais. Même si les Polonais, les Slovaques, les Tchèques peuvent se comprendre. Les Tchèques et les Slovaques peuvent même parler. Quand il y a des films tchèques qui passent à la télévision slovaque, on ne met pas de sous-titres, et la même chose de l'autre côté. Ça veut donc dire là, que qu'ils sont capables de se comprendre, il y a simplement des différences très mineures. Donc, nous qui définissons toujours un peuple par la langue, on voit que dans le cas présent, ce n'est pas une bonne définition. Ils ont la même langue, il y a deux pays, et non seulement il y a deux pays, il y a deux peuples. Et pourquoi il y a deux peuples? Parce qu'ils ont un passé différent. Moi, j'ai toujours pensé, même si les comptes parmi nous, là, comme anciens de la Saint-Baptiste, vous allez me comprendre, mais je veux dire, les Acadiens, pour moi, ne sont pas des Québécois. Ça ne nous enlève rien, ça ne leur enlève rien, mais il y a une histoire acadienne distincte de celle du Québec, qui fait qu'on appartient les uns et les autres à l'Amérique française, sans aucun problème, qu'on a un certain passé en commun, une certaine culture en commun. Cependant, ce sont des peuples qui ont eu des destins différents. Bon, mais c'est la même chose pour les Slovaques versus les Tchèques. Ils ont une langue et une culture qui sera une langue presque identique. La culture, c'est là qu'est toute la différence. Il y en a un qui ont été 1000 ans rattachés à la Hongrie,
la Slovaquie a même eu chez eux, elle a été la capitale de la Hongrie pendant presque 2 siècles, lorsque la Hongrie était occupée par les Turcs, l'Empire ottoman qui va aller à Budapest et ainsi de suite. Donc toute l'administration hongroise va se transporter dans la province slovaque. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, du côté de Prague, on aurait été rattaché à l'Autriche. Donc c'est 2 contextes différents, 2 passés différents. C'est à l'Autriche ou à la Prusse? La Tchéquie était annexée à la Prusse. Ils ont été 500 ans à relever de Vienne. Les Slovaques aussi, à la fin, à un moment donné, ils ont un roi, ils ont même eu des Polonais comme roi, parce que les rois, naturellement, ça se marie des reines, mais souvent, ils faisaient des mariages frontaliers là, pour assurer les dynasties. Donc, à un moment donné, la couronne de Hongrie aurait été entre des mains polonaises, des mains hongroises, puis à un moment donné, on se retrouve encore en Autriche, ce qu'on appelle l'Empire austro-hongrois. Donc, mais c'est vraiment 2 parcours différents, 2 aspirations autonomistes différentes, mais ce qui nous frappe le plus, c'est qu'ils en veulent pas, on ne peut pas dire qu'ils étaient indifférents, ils n'en voulaient pas. Les Tchèques et les Slovaques tenaient à demeurer dans le même État, mais les dirigeants politiques, les chefs politiques ont discuté, puis ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de bon sens. Vous savez, les fédérations, je ne peux pas poser ça en principe, là, mais c'est vrai pour nous, donc ça peut être vrai ailleurs. Les fédérations, quant à moi, sont intéressantes, les confédérations, pour des peuples de dimensions similaires. Si on n'est pas égal, on se fait manger, vous savez, quand on nous disait même un bout de temps, un Québec indépendant va marcher avec la Banque du Canada, oui, mais si on vote autrement que paritairement, on va toujours se faire manger. Donc, et c'est ce dont les Slovaques et les Tchèques, leurs dirigeants politiques, n'ont pas voulu. C'est-à-dire, ils voulaient chacun avoir un État en ayant les meilleures relations possibles, mais 2 États indépendants leur apparaissaient plus conformes aux besoins de chacune des nationalités. Donc, nous sommes devant 2 peuples qui ont un parcours, un mouvement national très ancien, puis qui vont aboutir à des conclusions étonnantes. Et moi, ce qui m'a frappé dans la révolution de velours, c'est l'absence de référendum. Vous savez, juste ça, là, le Kosovo, c'était ça aussi, mais j'ajoute cet exemple-là, qui est récent, 1993. C'est 15 ans, ça. Il y a 15 ans, je me souviens même pas d'avoir entendu vraiment parler de ça, sinon de l'indépendance. Oui, je me rappelle par les joueurs de hockey, là. On avait ici les 2, on a des Tchèques, on a des... Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est très intégré au Québec, d'ailleurs, un Français, qui se définit comme Québécois. Je ne sais pas si c'était le Slovaque ou le Tchèque. Il y en a un qui est paru à la télévision. Oui, je l'ai vu tout récemment, j'étais étonné d'ailleurs d'entendre parler. Il est tout à fait francisé. Donc 2 parcours différents, mais qui arrivent à la conclusion, on fait nos indépendances sans référendum, reconnu par la communauté internationale. Ils sont membres de l'Union européenne. Donc le Kosovo, qui nous a été présenté comme un cas sans précédent, unique, qui se compare à rien d'autre chose, 15 ans avant, 2 autres peuples obtiennent leur indépendance sans faire de référendum. Ce qui est quand même étonnant. La semaine prochaine, je vous invite, nous allons aller dans les ex-peuples de l'URSS. Écoutez, il y a plus de 100 peuples là-bas. Donc on ne pourra pas les prendre. Je ne sais pas encore de quelle façon je vais présenter ça. Je vais passer la semaine dans l'URSS. Il y a des livres d'Hélène Carrère dans le cause qui sont très intéressants. Parce que vous savez qu'au moment où on se parle, il y a des luttes indépendantistes très, très actives dans l'ex-URSS. Il y a même des indépendances sur la table qui ne sont pas reconnues, mais qui ont été déclarées, qui ont été faites. Puis il y a des mouvements culturels et nationaux derrière tout ça. Vous savez, l'histoire de l'URSS est encore inconnue. À la semaine prochaine. Je vous remercie.